Bonjour, vous avez entendu certainement parler du principe d'incertitude qui est lié à la mécanique quantique, mais qu'est-ce à dire? On cite souvent cette phrase d'Emmanuel Kant: l'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. À vrai dire, je ne sais pas si cette phrase est exacte, si ce qu'elle dit est vrai. Je ne sais pas non plus si elle est vraiment d'Emmanuel Kant. J'ai cherché la référence exacte et je ne l'ai pas trouvée. Et donc c'est une phrase qui est doublement teintée d'incertitude. Elle va donc me servir de prétexte idéal pour vous parler d'incertitude. Non pas d'incertitude en général, mais spécialement du principe d'incertitude qu'on associe, à tort ou à raison, c'est toute la question, à la physique quantique. Alors qu'est-ce que la physique quantique? C'est une physique qui s'est développée dans les années 1920 et qui permet de comprendre le comportement des particules élémentaires, comment elles interagissent entre elles, et puis de calculer aussi, grâce aux équations qu'elle contient, la probabilité d'obtenir tel ou tel résultat lorsqu'on fait une mesure sur les particules. Par exemple, une mesure de leur position, ou bien de leur vitesse, ou bien de leur énergie. Cette physique a été formalisée grâce à des jeunes gens qui sont presque tous nés en 1900, autour de 1900, qui s'appelaient par exemple Paul Dirac, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, ou bien Louis de Broglie et Erwin Schrödinger, qui eux étaient nés un peu avant, dans les années 1890. Et c'est une physique qui est révolutionnaire par le fait qu'elle change complètement la façon de concevoir les objets physiques. Alors pour introduire la notion d'incertitude en physique quantique, je vais partir d'un cliché, d'une photo. Et je vais en faire la critique parce que les images de science, parfois, sont trompeuses. C'est-à-dire, on croit qu'elles disent clairement le message qu'elles contiennent, mais il arrive qu'elles nous trompent, c'est-à-dire que ce qu'elles montrent est le contraire de ce que, en fait, elles démontrent. Alors, l'image que je voudrais vous montrer et dont je voudrais faire la critique est ce qu'on appelle un cliché de chambre à bulles. Les chambres à bulles sont des détecteurs qui ont été utilisés à partir de 1953, pendant une vingtaine d'années, et qui avaient été inventés une année plus tôt par un physicien américain qui s'appelle Donald Glaser. En fait, ce sont des détecteurs qui permettent de voir les trajectoires élégantes, curvilignes, arborescentes qu'ont les particules chargées lorsqu'elles traversent un milieu qui est lui-même baigné dans un champ magnétique très puissant. Alors, le principe de ces chambres, c'est celui de la cocotte minute. Quand vous mettez un liquide sous pression, vous le chauffez, eh bien la pression l'empêche d'entrer en ébullition. Et si vous relâchez la pression, eh bien il reste dans un état métastable, c'est-à-dire qu'il n'entre pas tout de suite en ébullition. Simplement, si une perturbation pénètre dans le milieu, eh bien elle va provoquer localement une petite ébullition. Eh bien les particules qui rentrent dans les chambres à bulles sont des perturbations qui localement provoque une ébullition, et de proche en proche, cette ébullition se déplace et donne la trajectoire que nous pouvons prendre en photo et qui montre donc les particules qui traversent le milieu. Et quand on ne veut pas entrer dans les détails, on dit que c'est la même chose qu'un avion à réaction dont on voit la trace dans le bleu du ciel. Et bien de la même façon, on dira finalement les particules font comme les avions, c'est-à-dire ce sont des sortes d'avions mais de très petite taille, des sortes de corpuscules, de petits grains de matière qui se déplacent dans le milieu. Et donc on interprète ces clichés comme étant la preuve que les particules sont en fait des corpuscules. Et bien cette conclusion, la mécanique quantique montre qu'elle est erronée. D'abord, rien ne prouve qu'avant d'entrer dans la chambre à bulles, les électrons, s'il s'agit d'électrons, avaient une trajectoire bien déterminée. Et en fait, non, elles ne l'ont pas, puisque la physique quantique les décrit non pas comme des corpuscules, mais comme des ondes, c'est-à-dire comme des entités physiques qui sont complètement délocalisées dans l'espace, comme les vagues sur la mer. Elles n'ont pas une position particulière. Et puis d'autre part, la physique quantique nous dit que pour comprendre comment elles peuvent former une trace curviligne dans la chambre à bulles, il faut imaginer justement qu'elles sont décrites comme des ondes, ce qui permet de comprendre que la probabilité qu'une bulle engendrée en un point particulier de l'espace engendre une autre bulle dans la même direction ne peut s'expliquer en physique quantique que si l'on donne une description ondulatoire des particules quantiques. Ça veut dire que quand on interprète ces clichés en disant « ils sont la preuve que les particules quantiques sont des corpuscules », des objets classiques microscopiques ayant une position et une trajectoire bien déterminées, en fait on se trompe. La morale de cette histoire, on la trouve dans une phrase de Roland Barthes,
Dans son livre Mythologie, il écrit « L'image est plus impérative que l'écriture, car elle impose sa signification d'un coup, sans l'analyser et sans la disperser. » Fin de citation. Ça veut dire qu'il faut se méfier de l'éloquence de certaines images. Elles nous font croire des choses qui sont le contraire de ce qu'elles démontrent en fait. Une image qui nous fait croire que les particules quantiques sont des corpuscules, en fait démontre que les particules quantiques doivent être décrites comme des ondes, ce qui est le contraire des apparences que semble imposer une lecture trop directe d'un cliché de chambre à bulles. Alors celui qui a compris ce que je viens de vous expliquer s'appelle Werner Heisenberg. J'ai déjà indiqué son nom tout à l'heure. Nous sommes en 1927. Il est à Copenhague, là où beaucoup de jeunes physiciens sont rassemblés autour d'un autre physicien, père fondateur de la physique quantique, qui s'appelle Niels Bohr, qui est danois, qui habite Copenhague. Et ils ont de longues discussions le soir. Et ces discussions amènent Werner Heisenberg à se demander ce que veut dire trajectoire d'un électron. Et dans son autobiographie qui s'appelle La partie et le tout, il racontera plus tard comment les idées lui sont venues. Il raconte que un soir, vers minuit, il s'était demandé vraiment comment est-ce qu'on peut expliquer cette trajectoire qu'on voit dans les détecteurs, alors que la mécanique quantique nous dit que les particules ne sont pas des corpuscules. Une sorte de contradiction entre ce que montrent les images et ce que décrit la physique quantique. Et il se dit, mais la physique quantique a déjà tellement fait ses preuves qu'il est difficile de venir la contester. Donc je pars du principe que les équations de la physique quantique sont exactes. Et elles contredisent ce que montrent les clichés des chambres à bulles. Et ce que se dit Heisenberg un soir, c'est qu'en fait il se souvient d'une phrase que lui a dit Einstein. Einstein lui a dit « Seule la théorie permet de décider ce qui est observable ». Et il pense que c'est dans cette phrase que réside l'explication qu'il cherche, à savoir comment rendre compatible l'observation et les équations de la physique quantique qui semblent contredire l'observation. Et il décide d'aller se promener, il va marcher dans un parc très célèbre de Copenhague, et là il a l'illumination. Il comprend que ce que montrent les clichés des chambres à bulles, ce ne sont pas des électrons, ce ne sont pas des particules, ce sont des bulles. Or ces bulles sont beaucoup plus grandes que les électrons. Et donc la mécanique quantique qui dit que en fait l'électron il n'est pas localisé, il se déplace d'une zone de l'espace vers une autre, peut-être qu'on peut rendre compatible cette description que la mécanique quantique donne des électrons avec le fait qu'il donne une trajectoire qui en apparence est celle d'un corpuscule classique. Il rentre chez lui après cette promenade, fait un calcul qui montre qu'en fait les imprécisions que la mécanique quantique donne à propos de la position et de la vitesse des électrons sont compatibles, parce qu'elles sont très faibles, avec l'apparence d'une trajectoire corpusculaire. Et c'est ça qui a donné naissance à ce qu'on appellera plus tard le principe d'incertitude de la mécanique quantique. Comment le résume-t-on en général ? On dit la mécanique quantique empêche de connaître avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Cette façon de dire est complètement fausse, parce qu'en fait, elle sous-entend que les particules quantiques sont des corpuscules ayant des propriétés classiques, c'est-à-dire une vitesse et une position bien déterminées, et que la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître. Et donc on explique, parfois dans certains ouvrages, encore aujourd'hui, que la mécanique quantique viendrait limiter notre pouvoir de connaître, qu'elle diminuerait la connaissance qu'on peut avoir des objets quantiques. Alors que la physique quantique dit en fait tout à fait autre chose. Elle dit les particules quantiques ne sont jamais des corpuscules. Et donc si on ne peut pas mesurer avec une précision arbitraire la vitesse et la position des particules élémentaires, c'est tout simplement parce que ces objets n'ont pas ces propriétés. Et donc il y a eu une sorte de contresens qui s'est enquisté dans la culture générale à propos du principe d'incertitude, malentendu dont Heisenberg lui-même a eu conscience, puisque dans son premier article, il utilise le mot allemand Unsicherheit, qui se traduit en français par incertitude, et quand il a compris que ce mot pouvait engendrer les malentendus que je viens d'évoquer, il a changé le nom,
il a remplacé Unsicherheit par Unbestimmtheit, qui en allemand veut dire indétermination. Autrement dit, quand on mesure une propriété des particules élémentaires, par exemple leur vitesse ou leur position, cela modifie leur état. Ce qui n'est pas le cas en physique classique. Et d'ailleurs, quand on se demande, mais finalement, c'est quoi la différence entre la physique classique et la physique quantique ? Celui qui a trouvé la bonne réponse, c'est un autre jeune physicien dont j'ai donné le nom tout à l'heure, c'est Paul Dirac. Paul Dirac, en 1925, alors qu'il n'a que 23 ans, écrit un article incroyable dans lequel il dit la différence radicale entre la physique quantique et la physique classique, c'est la non-commutativité des observables. Alors là, je vois à la tête de la caméra que je dois m'expliquer. En physique classique, quand vous mesurez, vous prenez un objet classique, par exemple une balle de tennis. Quand vous mesurez sa position, par exemple par un appareil photo, par un détecteur quelconque, ça ne change pas la position. De même quand vous mesurez sa vitesse, par exemple avec un radar. Autrement dit, en physique classique, on considère que la mesure que l'on fait sur les objets est une simple sténographie. C'est-à-dire qu'on mesure des propriétés que les objets ont intrinsèquement et qu'ils auraient, même si ces propriétés n'étaient pas mesurées. C'est pas parce qu'un radar, par exemple, mesure votre vitesse que votre voiture a une vitesse. Elle avait déjà une vitesse et le radar n'a fait qu'un enregistrement de cette vitesse. Et bien, ce que dit Paul Dirac, c'est que en physique quantique, ça devient faux. Si vous prenez non plus une balle de tennis, mais une particule quantique, si vous mesurez sa position, c'est ce qu'on appelle l'opération A, par exemple, puis si vous mesurez sa vitesse, opération B, vous n'obtenez pas les mêmes résultats que si vous faites ces opérations dans l'ordre inverse. Si vous mesurez d'abord la vitesse, puis la position. Autrement dit, en physique quantique, AB n'est pas égal à BA. L'ordre dans lequel on fait les mesures n'est pas indifférent. Et c'est cette propriété qu'on appelle la non-commutativité des observables en mécanique quantique qui constitue la grande différence avec la physique classique et qui fait qu'on ne pourra jamais ramener la physique quantique à la physique classique. C'est-à-dire que les objets quantiques ne peuvent jamais se comporter comme des objets classiques. Et c'est à vous rappeler quelque chose. Ce quelque chose, c'est évidemment les anagrammes. Alors, une anagramme, vous le savez, ça consiste à changer la position des lettres dans un mot ou dans une expression. Par exemple, si vous prenez Obélix, en changeant l'ordre des lettres, ça vous donne Ilbox, ce qui lui correspond d'ailleurs assez bien. Ou bien si vous prenez Parisien, ça donne aspirine. Ou bien si vous prenez Carpe diem, ça donne ça déprime. Voilà. C'est ça une anagramme, on change la position des lettres. Le plus souvent, ça n'a aucun sens, et parfois, ça donne un autre sens. Et vous voyez que les anagrammes viennent du fait que la position des lettres dans les mots ne peut pas changer sans que ça change le sens des mots. Autrement dit, il y a une non-commutativité, c'est-à-dire que si je déplace ou j'intervertis deux lettres, ça change le sens. Eh bien, on pourrait dire que, compte tenu de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que les anagrammes sont aux lettres des mots, ce que la mécanique quantique est aux opérations de mesure qu'on peut faire sur les objets microscopiques. Alors voilà, pour conclure, je citerai Lao Tzu, celui qui prend du recul voit clair, celui qui est trop près ne voit que du brouillard. Je vous laisse réfléchir là-dessus.